Bonjour à tous, vous êtes en train de vous connecter petit à petit. Bienvenue à la 8e session du colloque Ecophyto Recherche et Innovation. Cette session portera sur le thème des itinéraires techniques vers le zéro phyto. On va tout de suite commencer et je vais passer la parole à Marc Gallien qui va introduire et animer cette session. Donc, bonne séance. Oui, bonjour à tous. Moi, je vais reprendre la main en attendant que Marc puisse nous rejoindre à nouveau. Donc, c'était juste voilà, pour commencer la session en présentant le colloque Ecophyto Recherche et Innovation 2021. Il s'agit en fait d'une série de 9 webinaires hebdomadaires thématiques qui ont pour but de restituer et mettre en perspective les résultats de projets issus de 3 appels à projets qui ont été lancés depuis 2014 pour l'axe recherche et innovation du plan Ecophyto. Ces 3 appels à projets portaient sur la contribution à l'essor du biocontrôle. C'est l'appel PSPE2 pour et sur le plan Ecophyto 2. Les notions de résistance et pesticides, il s'agit de l'appel à projet pesticides 2014 et enfin la mise au point de solutions alternatives aux produits phyto dans les jardins, espaces végétalisés et infrastructures. Il s'agit de l'appel GEVI 2016. L'axe recherche et innovation du plan Ecophyto est copiloté par 4 ministères. Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le ministère de la Transition écologique, le ministère des Solidarités et de la Santé et le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Et il s'appuie sur un comité scientifique d'orientation recherche et innovation qui contient 45 membres. Et c'est ce comité qui va mobiliser, structurer les différents comités de recherche et innovation pour produire, améliorer les connaissances et outils nécessaires pour atteindre les objectifs de réduction des produits phytopharmaceutiques et des risques associés. Jusqu'à présent, on compte environ 150 projets labellisés pour un budget annuel de 7 millions d'euros. Pendant cette session, nous aurons la restitution des résultats de 3 projets, RECPUC, Ecoverger, Biocoup. Nous aurons suivi de l'intervention d'un invité témoin. Il s'agit de Thierry Goujon, qui est directeur de la coopérative Terre de l'Ain, qui nous montrera un exemple illustratif de la thématique en question. Puis nous aurons une série de questions-réponses, un échange qui durera environ 10 minutes pour finir sur la conclusion. Donc, quelques précisions techniques avant de commencer. Vous avez un outil pour poser vos questions. Il s'agit de l'outil Q&R en bas de l'écran. Donc, vous pouvez poser vos questions par écrit dans cet outil-là. Si vous avez rencontré des soucis techniques ou si vous voulez indiquer des documents, des liens, des ressources complémentaires, vous pouvez les indiquer dans l'outil chat à droite. Vous avez une brochure qui a été construite en amont de ce webinaire avec les fiches des projets notamment, qui est disponible sur la page Ecophytopic dédiée. Donc, Myriam va vous mettre le lien dans le chat. Et enfin, les vidéos des projets sont accessibles sur la chaîne YouTube dédiée. Voilà, Myriam nous a mis le lien dans le chat à droite. Les ressources du colloque, donc vous pouvez, voilà, en fait, c'est ce que j'ai dit, donc vous avez aussi les liens que Myriam a mis à droite. Donc, on va pouvoir commencer du coup avec la première vidéo. Il s'agit du projet RECPUC est un projet qui vise à améliorer le contrôle des populations de pucerons verts en verger de pêcher. Ce puceron est un problème majeur en arboriculture, d'une part parce qu'il est responsable de la propagation du virus et d'autre part parce qu'il provoque des dégâts importants sur fruits, feuilles et rameaux. Une infestation sévère peut également avoir des effets pluriannuels. Parmi les stratégies de lutte alternatives, on distingue classiquement des stratégies top-down qui visent à favoriser les auxiliaires et des stratégies bottom-up qui s'intéressent plus à la plante.
Ces dernières sont moins documentées et notre objectif ici est d'évaluer dans quelle mesure des pratiques ou une adaptation des pratiques d'irrigation et de fertilisation peuvent contribuer à réguler ces populations. Nous ne partons pas de rien puisqu'une étude préliminaire effectuée sur de jeunes arbres cultivés en conditions contrôlées a permis de montrer que des apports d'eau et d'azote augmentaient le nombre de pucerons et la sévérité des infestations. Ceci est sans doute lié à un développement et une croissance accrue des rameaux ainsi qu'à une modification de la composition des apex en sucre soluble, acides aminés et polyphénols notamment. L'enjeu de ce travail va être d'évaluer dans quelle mesure ces résultats sont transposables en verger commercial. Ces vergers se caractérisent d'une part par un environnement fluctuant, alternant par exemple des épisodes d'excès et de manque d'eau. Ils sont également soumis à des infestations naturelles de plusieurs espèces de pucerons qui ont été inclus dans cette étude. Et les limitations d'eau et d'azote que l'on va pouvoir proposer doivent rester compatibles avec le maintien d'une production fruitière de qualité. Notre démarche va être de coupler expérimentation et modélisation et également d'évaluer les dynamiques d'infestation à l'échelle de l'arbre et de caractériser les spécificités du rameau infesté. La sévérité d'infestation d'un arbre résulte d'un compromis entre le pourcentage de rameaux infestés et la nocivité de l'espèce de puceron prédominante. Selon les techniciens et arboriculteurs engagés dans le projet, le puceron vert est le plus nocif et le puceron cigarier est quasi inoffensif. Une double privation d'environ 30% en eau et en azote a permis de réduire les sévérités d'infestation. Cependant, les mécanismes impliqués diffèrent en fonction de l'année d'étude. En 2018, le puceron vert était prédominant chez quasi tous les arbres, mais les arbres doublement privés ont vu leur nombre de rameaux infestés réduit de 30%. En 2019, la régulation est principalement liée à l'espèce de puceron. Ainsi, les arbres doublement privés ont principalement été infestés par le puceron cigarier, pour 70% d'entre eux. Le puceron vert et farineux était prédominant chez près de la moitié des arbres mieux pourvus. Nous avons également mis en évidence un effet variété. Ivoire, qui est la variété la plus vigoureuse et la plus précoce, présente des sévérités d'infestation beaucoup plus importantes que conquise, et ceci est visible aussi bien au niveau du pourcentage de rameaux infestés que de la nocivité des espèces présentes. Voyons maintenant ce qui caractérise un rameau infesté. D'abord du point de vue de sa croissance et de son développement. Le graphique de gauche montre les vitesses de croissance moyennes pendant la période de présence de pucerons en fonction de la variété et de l'année. Ces vitesses sont plus élevées pour ivoire que pour conquise en 2018 qu'en 2019 et en 2019 pour les rameaux infestés en rouge que pour les rameaux sains en bleu. L'état sanitaire du rameau n'a aucun impact sur les vitesses de croissance en 2018, mais modifie profondément la typologie des rameaux, comme le montrent les histogrammes de droite. Ces histogrammes sont relatifs à conquise et montrent la longueur des rameaux, des ramifications secondaires en fonction de leur entre-nœud d'insertion sur le rameau père. Pour les rameaux sains, sur l'histogramme de gauche, cette longueur augmente sur les 10 premiers entre-nœuds, puis diminue ensuite progressivement. Pour les rameaux infestés sur l'histogramme de droite, on a bien cette augmentation, mais la diminution ensuite est quasi nulle, voire très faible, ce qui fait que ces rameaux portent des ramifications longues dans leur partie apicale. L'effet année observé sur les vitesses de croissance peut s'expliquer par les conditions climatiques spécifiques à 2019. Les températures moyennes qui figurent en rouge sur ce nouveau graphique ont été particulièrement froides au printemps, ce qui a retardé le début de la croissance. Cette croissance a ensuite été bloquée relativement rapidement par une vague de chaleur courte mais intense au mois de juin, qui a vu des températures maximales de 43 degrés et des températures moyennes qui pouvaient atteindre 36 degrés. Voyons maintenant les données relatives à la concentration des apex pendant la phase de croissance rapide des populations de pucerons. Les teneurs en sucre soluble, en azote total et en polyphénol sont globalement plus élevées en 2019 qu'en 2018, et cette accumulation est sans doute liée au stress climatique subi en 2019 ainsi qu'aux vitesses de croissance qui ont été réduites cette seconde année d'études.
Pour les sucres et les polyphénols, les effets liés à la variété d'une part et à l'état sanitaire d'autre part sont non constants, non significatifs dans la plupart des cas, donc difficilement lisibles. Pour l'azote total, au contraire, les rameaux infestés et les rameaux sains ont des concentrations significativement différentes dans 3 cas sur 4. Elles ne sont pas significatives pour conquises en 2018. Néanmoins, les concentrations des rameaux infestés sont, dans tous les cas, stables, indépendantes de la variété et de l'année. Les teneurs des rameaux sains sont inférieures à cette valeur en 2018 et supérieures en 2019. Cette concentration en azote total des rameaux infestés est la seule caractéristique invariante que nous ayons pu trouver. Les concentrations obtenues pour ces rameaux infestés sont identiques à celles obtenues pour les rameaux infestés dans l'étude préliminaire que je vous ai présentée en début d'exposé. Elles sont également cohérentes avec une étude plus ancienne menée par Isabelle Gréchy qui compare les abondances des pucerons en fonction des teneurs en azote foliaire sur des plantes plus petites. Les pics d'infestation, les pics d'abondance que j'ai entourés en rouge ici correspondent aux concentrations de nos rameaux infestés. Si nous formalisons maintenant les résultats obtenus, nous nous apercevons que la variété et l'année affectent la prévalence des espèces de pucerons, le pourcentage de rameaux infestés et, ce que je ne vous ai pas détaillé, la production fruitière en termes de nombre et de calibre de fruits. La vigueur des rameaux infestés est également affectée car elle peut notamment être bridée en cas de stress climatique. La limitation des apports en eau et en azote affecte quant à elle la prévalence des espèces de pucerons et le pourcentage de rameaux infestés par arbre. Les teneurs en azote total des rameaux infestés sont totalement indépendantes de ces facteurs. Ces résultats ont été utilisés en modélisation. D'abord pour construire des modèles simplifiés qui ne concernent que les rameaux. Et vous voyez ici celui construit par Marta Zaffaroni à partir des données issues de la manip préliminaire. Elle a réussi à formaliser les processus en jeu de manière suffisamment vraisemblable et cohérente pour donner une image réaliste de l'effet des traitements à la fois sur la matière sèche des rameaux et sur le nombre de pucerons. Il nous reste maintenant à réajuster les paramètres de ce modèle en tenant compte de nos résultats obtenus en verger. Ceci permettra ensuite d'ajouter un module puceron au modèle Qualitri. Qualitri est un modèle structure-fonction qui décrit l'évolution de l'architecture d'un arbre en fonction du métabolisme carboné, de la disponibilité en eau et en azote du sol et des pratiques de taille. Ceci va permettre in fine de réaliser des expérimentations virtuelles. En ce qui concerne les aspects plus appliqués, nous avons validé notre hypothèse de départ, à savoir que des déficits modérés en eau et en azote contribuent à limiter la sévérité d'infestation sans effet notable sur le rendement. Néanmoins, les effets sont faibles et ces pratiques ne peuvent être utilisées seules. Elles doivent être complétées par d'autres pratiques alternatives, comme l'utilisation d'auxiliaires ou de plantes de service. L'idée serait de pouvoir constituer in fine une boîte à outils suffisamment fournie pour que les arboriculteurs puissent y puiser et choisir les techniques appropriées à leur situation spécifique. Un autre aspect concerne la validation de nos résultats dans des conditions pédoclimatiques beaucoup plus diversifiées, que ce soit par expérimentation ou modélisation. Le transfert de nos résultats a été facilité par le fait que le partenaire de notre projet a été une association d'arboriculteurs. Ceci a permis des visites de terrain régulières, des présentations régulières des avancées de l'essai, ainsi que des communications à des coordinations techniques. Ce travail a également permis d'encadrer 7 étudiants, de produire 5 ACL et de participer à 8 colloques et congrès. Enfin, j'aimerais remercier les nombreuses personnes qui ont participé à ce travail. Merci pour votre écoute. Allô? Vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, en fait, je suis désolé, j'ai été trahi par la technique et les réseaux m'ont lâché au mauvais moment. Je remercie le relais qui a été pris pour la présentation. Une question est posée dans le question et réponse.
Pensez-vous que les résultats obtenus sur fruits à noyaux seraient encore pertinents pour les arbres à fruits à pépins? Et je pense que là, effectivement, il y a une réponse qui a été souhaitée. Et peut-être, Madame Jordan, pouvez-vous apporter des réponses à cette question, s'il vous plaît? Oui, alors, vous m'entendez là? J'ai une réponse qui est un peu une réponse de Normand, puisqu'on a des résultats indirects sur les pommiers. Donc, effectivement, on a une relation très nette entre vigueur du rameau et infestation. Par contre, entre pommiers et pêchers, je ne me prononce pas sur les autres fruits à pépins. Entre pommiers et pêchers, il y a une grosse différence puisque les techniques de fertilisation azotée sont très différentes. Donc, en général, sur pêcher, on a quelque chose qui correspondrait plus à une surfertilisation, entre guillemets, puisque les teneurs en azote apportées ne permettent pas de brider la croissance. Elles sont en général non limitantes pour la croissance, même en cas de restriction en azote. Par contre, pour les pommiers, on vise des teneurs en azote vraiment moindres. Donc, effectivement, je peux vous répondre qu'il y a une relation directe entre croissance et sensibilité du rameau au puceron, mais je ne peux pas m'avancer sur les histoires de composition. Et puis peut-être une ou deux autres questions. Peut-on rattraper les effets induits par les pucerons à travers une taille adaptée des arbres? Alors oui, ça j'avais répondu puisqu'on avait fait, comme la manip durait 2 ans, on avait donc c'est l'arboriculteur qui menait son verger comme il l'entendait. Nous, on avait juste réservé 3 arbres pour les pratiques de taille et de fertilisation. Et en fait, on s'est aperçu que plus de 90% des rameaux infestés avaient été éliminés lors de la taille. Sachant que le pêcher, du fait de sa croissance importante, subit une taille importante aussi. Donc, une taille d'hiver, on pense qu'il y a environ au moins 70% des rameaux qui sont coupés lors de la taille d'hiver. Et puis, en tant que le temps d'une autre question, je pose la question de l'animation. Sinon, une autre... Alors oui, elle concerne les variations en eau. Alors oui. Là aussi, j'ai un peu une réponse de Normand, puisque notre verger d'études se situait sur le bassin, sur la nappe phréatique de Durance. La nappe phréatique était très proche, donc c'était un verger qui était ennoyé régulièrement pendant l'hiver, avec des stress hydriques. Donc, vous l'avez vu de façon très fugace sur le graphique qui donnait les températures, avec des irrigations qui démarraient relativement tard. Par contre, en 2019, effectivement, qui a été une année atypique, l'irrigation a démarré quasiment 1 mois plus tôt et les arbres étaient vraiment sous stress hydrique. Ça peut expliquer la baisse de croissance. Alors, cette année-là, effectivement, on a eu également une baisse de rendement et de calibre de fruits. Reste à savoir si c'était lié uniquement à ce stress hydrique ou au fait qu'on ait eu un stress thermique absolument phénoménal au mois de juin, avec des températures qui pouvaient avoisiner les 42 degrés, quoi. Merci pour ces réponses. Est-ce qu'on peut encore prendre d'autres questions? Est-ce qu'on peut organiser un échange? Nous passons tout de suite. Je n'ai pas une notion du temps tout à fait. Est-ce qu'on passe à la présentation suivante? Alors, on a encore un peu de temps pour la session de questions-réponses. On peut finir à 13h54, donc on a un peu de temps pour quelques questions si vous le souhaitez. Sinon, on peut passer à la suivante. A priori, moi, je ne vois pas arriver de nouvelles questions. Je pense que Marc a encore quelques problèmes techniques. Donc, si vous voulez, on peut passer à la vidéo suivante. Sybille, si tu peux partager. Merci. Bonjour, je suis Isabelle Gréchy, chercheur au CIRAD. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet Écoverger qui a été mené en collaboration avec l'INRAE
et porte sur la conception d'itinéraires techniques économes en pesticides en verger, guidés par les contraintes et les objectifs des agriculteurs. Le projet Éco-Verger s'intéresse à la filière arboricole pour laquelle 3 éléments de contexte sont à souligner. Tout d'abord, les productions fruitières sont soumises à de fortes pressions parasitaires qui peuvent engendrer des pertes de production importantes et sont surtout liées à des bioagresseurs des fleurs ou des fruits. Ensuite, la gestion des bioagresseurs repose encore beaucoup sur la lutte chimique. Enfin, il existe une demande sociétale pour des fruits de qualité. Dans le projet Éco-Verger, nous avons fait un focus sur 3 pathosystèmes fruitiers d'importance économique en milieu tempéré et subtropical. Il s'agit de la pourriture brune surpêchée et de 2 ravageurs, les mouches des fruits et les cécidomies des fleurs surmanquées. Dans ce contexte, le projet Éco-Verger visait à identifier des solutions en alternative aux pesticides qui soient capables de réduire l'incidence des bioagresseurs et d'assurer une production suffisante en quantité et en qualité. Les solutions recherchées sont des leviers techniques relevant de méthodes de contrôle cultural et de lutte physique et mobilisant différents modes d'action. Pour cela, la démarche de conception envisagée consistait, en s'appuyant sur des connaissances issues d'expérimentations et de modèles, d'évaluer l'effet de levier technique sur le fonctionnement du système plante-bioagresseur et ses performances, et d'identifier des solutions adaptées aux contraintes et objectifs de performance des producteurs qui auront été identifiés au travers d'enquêtes et d'ateliers. La première partie des résultats présentés concerne la caractérisation des profils de production. Il existe une diversité qui est liée à une diversité dans les stratégies de valorisation et de commercialisation des fruits, ou encore dans les stratégies de gestion des bioagresseurs et l'engagement dans une démarche de réduction des intrants chimiques. Pour la mangue, il existe aussi une diversité liée à la place qu'elle occupe au sein de l'exploitation. L'affectation de la main-d'œuvre sur cette culture peut alors être problématique quand elle n'est pas considérée prioritaire. Par ailleurs, bien qu'il existe une diversité dans les critères identifiés par les acteurs pour évaluer les systèmes de production, certains critères font consensus. Il s'agit de ceux relatifs d'une part à la dimension économique, incluant le revenu ou le rendement, et d'autre part à la qualité du fruit, en lien avec la vision du consommateur et incluant le calibre. La seconde partie des résultats concerne l'évaluation de l'efficacité des leviers techniques. Le premier levier évalué est la récolte, qui est utilisée pour éviter d'exposer des fruits sensibles aux mouches des fruits. Cette stratégie d'évitement est pertinente car l'infestation du fruit est influencée par son état de maturité. En effet, on peut voir ici que les mangues récoltées en stade de maturité précoce, de vert à début point jaune, sont près de 3 fois moins infestées que celles récoltées à un stade de maturité plus avancé. Ces autres graphiques, qui sont issus de simulations, montrent comment évolue la distribution des probabilités d'infestation, des masses fraîches et des degrés Brix de 500 fruits selon leur maturité, allant de vert mature à surmature. Il montre qu'en récoltant un fruit 20 jours avant pleine maturité, le risque d'infestation est réduit d'environ 80%, tandis que sa qualité n'est réduite que de 5%. Ainsi, cueillir les mangues au stade vert mature au point jaune très précoce est un bon compromis entre qualité optimale et perte de récolte minimale. Nous nous sommes ensuite intéressés à l'irrigation et à l'éclaircissage comme levier pour réduire la sensibilité des fruits à la pourriture brune. Ces 2 pratiques ont un effet important sur le potentiel de production de l'arbre en l'absence de maladie. Par exemple, le rendement augmente avec la charge en fruits, mais la production évolue d'un faible nombre de fruits gros et sucrés vers de nombreux fruits petits et peu sucrés. L'irrigation et l'éclaircissage ont aussi un effet sur le développement de la maladie. À forte charge ou faible irrigation, les fruits ont une croissance lente qui génère peu de microfissures cuticulaires et sont alors moins sensibles à l'infection. Par contre, la proximité des fruits à forte charge augmente leur exposition aux spores. À partir d'un modèle épidémiologique prenant en compte ces effets et décrivant l'évolution des fruits entre les états sains, exposés et infectés, nous avons évalué l'effet de la charge sur le rendement en présence de la maladie. Ce rendement se compose des fruits sains et exposés et dépend de leur masse fraîche. On voit alors qu'il existe une charge optimale au-delà de laquelle les pertes de rendement deviennent très importantes. Les conclusions sont différentes si, à la place du rendement, on considère un revenu, défini ici comme le rendement pondéré par une valeur monétaire qui prend en compte la qualité du fruit. Cette valeur monétaire est comprise entre 0 et 1 et augmente avec le calibre du fruit ou sa sucrosité. En simulant 54 scénarios combinant différents niveaux de charge et d'irrigation,
On voit alors qu'en présence de maladies, il existe des scénarios avec un stress hydrique modéré en fin de croissance et une charge modérée qui génèrent des revenus proches de ceux obtenus en l'absence de maladie. Le modèle épidémiologique a aussi été utilisé pour évaluer l'efficacité des récoltes sanitaires qui visent à réduire le développement de la maladie en éliminant les organes infectés qui peuvent contaminer les fruits sains. Les simulations montrent qu'une récolte sanitaire pratiquée en hiver n'est efficace que si près de 100% des sources d'inoculum primaire sont éliminées. Pour les récoltes sanitaires réalisées en saison de production, la suppression de l'inoculum secondaire, en éliminant les fruits infectés, permet de réduire efficacement les pertes de rendement si les récoltes sont réalisées fréquemment, au moins tous les 4 jours. Un troisième levier testé est la couverture du sol par une bâche tissée ou le maintien d'un enherbement haut qui vise à perturber ou rompre le cycle de développement des cécidomies des fleurs dans sa phase tellurique. Le piégeage des larves, qui s'éjectent des inflorescences pour aller s'enfouir dans le sol et entrer en pupaison, a montré que la couverture du sol réduit efficacement les populations de cécidomies. Par rapport à un sol fauché, elles sont divisées par 5 sur sol bâché dès la première année et divisées par 3 sur sol enherbé à partir de la deuxième année. Au bout de 2 ans, le stock de larves en diapause dans le sol est également fortement réduit par la couverture du sol. Par ailleurs, nous n'avons pas observé d'effet indésirable de la couverture sur la floraison ou l'activité biologique du sol. Le dernier levier testé est la synchronisation de la floraison, qui vise à réduire le développement des cécidomies en réduisant la période de sensibilité du manguier et ainsi le nombre de cycles qu'elles peuvent réaliser. L'efficacité de ce levier a été testée par simulation. Les résultats suggèrent que ce levier peut réduire efficacement les populations de cécidomies. Ces dernières seraient réduites de 30 à 60% sur sol fauché. Mais ce levier devient moins efficace quand les femelles exogènes, c'est-à-dire qui arrivent des vergers voisins, exercent une forte pression. Ces résultats confirment l'intérêt de rechercher des pratiques pour synchroniser la floraison et la taille ou l'irrigation sont des pistes potentielles. Pour finir, nous avons identifié des opportunités à l'adoption des leviers évalués puisque les résultats précédents ont montré que ces leviers sont efficaces et pour certains d'entre eux sont faciles à mettre en œuvre car il s'agit simplement d'adapter des pratiques qui existent déjà dans l'itinéraire. Mais pour d'autres leviers, il peut exister des freins potentiels. Par exemple, l'utilisation d'une bâche et des récoltes sanitaires intensives serait plus coûteuse et consommatrice en main-d'œuvre que les traitements phytosanitaires. Également, la récolte des mangues à un stade de maturité plus précoce peut générer des contraintes techniques liées à une difficulté à identifier le stade vers mature ou matériel avec un besoin de conserver les fruits plus longtemps. Par contre, nous avons montré que certains freins peuvent être levés par un dialogue recherche-profession. En effet, nos résultats permettent de lever des a priori des producteurs, comme l'impact négatif de la récolte à un stade de maturité précoce sur la qualité, ou bien l'impact négatif de la bâche sur l'activité biologique du sol. Le projet Écoverger a finalement permis d'identifier des leviers techniques pouvant réduire les dommages de bioagresseurs. Et en ce sens, il fournit des solutions qui pourraient contribuer à réduire les usages des pesticides et garantir la sécurité sanitaire des fruits. Par ailleurs, l'identification de freins potentiels à l'adoption de ces leviers nous permet de suggérer des voies pour les contourner. Cela pourrait être des instruments techniques et de formation pour accompagner l'utilisation et l'appropriation des leviers proposés ou des instruments économiques pour inciter leur adoption. Dans un contexte où la dimension économique reste importante pour les producteurs, il peut être nécessaire de davantage valoriser la qualité sanitaire des fruits et les pratiques éco-responsables pour les rendre plus compétitives face aux pratiques conventionnelles. Les résultats du projet Écoverger ont fait l'objet d'une valorisation scientifique sous forme de publications, de communications et de rapports d'études. Le projet a également permis de former des étudiants à travers des accueils en stage et des formations en établissements professionnels. Enfin, le transfert de certains résultats auprès de la profession a pu se faire grâce à des fiches de vulgarisation, des comptes rendus d'activités ainsi que des ateliers. Dans le projet Écoverger, nous n'avons pas eu le temps d'aller jusqu'à la mise en œuvre opérationnelle d'une démarche de conception, mais nous allons poursuivre et compléter cette activité dans le projet Audace. Il vise à développer un outil d'évaluation et de dialogue entre acteurs et chercheurs pour accompagner la conception de solutions de protection des plantes dans le contexte arboricole. Dans le cadre du projet Audace, nous prévoyons de développer un outil avec une interface plus interactive pour faciliter les échanges avec les professionnels
et qui mobilise et intègre davantage d'approches et d'outils pour mieux prendre en compte les dimensions multi-bioagresseurs et multi-performances qui sont très importantes dans la démarche de conception. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. On t'entend bien, Marc. Allô? M'entendez-vous? Oui, on t'entend. Je suis désolé, j'ai un système informatique qui habituellement fonctionne bien, mais qui là est sujet à des coupures à répétition. Autant vous dire que c'est vraiment pas agréable et pour personne. Et là, j'ai perdu effectivement les questions qui étaient posées dans le questions et réponses. Donc, je suis un tout petit peu ennuyé pour pouvoir. Voilà, est-ce qu'on peut avoir des questions? Est-ce que je peux comment peut-on faire? Ou quelqu'un peut les poser à ma place? Je suis vraiment sincèrement désolé. Je fais le maximum pour rester connecté, mais c'est très, très, très compliqué. J'ai un réseau qui est totalement instable. J'ai pourtant fait des essais et pour m'en assurer, mais ça n'a pas suffi. Voilà, donc est-ce que quelqu'un peut venir à ma rescousse sur les questions qui ont été posées? J'en vois une en tout cas pour l'instant. Je peux la poser pour les non-chercheurs et non-agronomes, comment synchronise-t-on la floraison? Voilà, c'est une question qui est à ma disposition et que je pose en espérant en avoir d'autres. Alors, on a quelques pistes au niveau de la conduite de l'arbre, notamment via la taille ou potentiellement aussi l'irrigation. Donc, on ne maîtrise pas encore, mais on a quelques pistes à explorer potentiellement. Merci pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'elles peuvent venir? Voilà. Oui, oui, on peut les lire à votre place ou bien si vous voulez, Isabelle. Oui, je peux c'est le comme faire vous aussi. voulez. Hein, Ok. Oui, je vais le faire alors. Donc, Merci. il y a une question sur les mangues mûrissent-elles encore après récolte? Si oui, la récolte précoce et c'est vrai, moins pénalisante. Alors, les résultats que j'ai montrés en termes de qualité, c'est effectivement de la qualité à maturité, donc après conservation du fruit, après récolte. Et effectivement, s'il y a les stades qu'on préconise, donc ce stade point jaune, permet effectivement à la mangue de mûrir. Donc, elle peut atteindre un niveau de qualité très satisfaisant. Alors, par contre, si elle est récoltée, c'est pour ça qu'on ne préconise pas le stade vert, qui est encore moins infesté, mais là, il peut y avoir des problèmes d'arrivée à la maturation. Il y avait une autre question concernant la synchronisation qui semble efficace pour réduire les dommages des bioagresseurs. Et la question était si on peut imaginer que cela s'étend dans le réseau de vergers voisins. Donc effectivement, alors si on synchronise, comme j'ai montré dans les résultats, l'efficacité est d'autant plus forte qu'il n'y a pas de pression de vergers voisins, donc de bioagresseurs qui arrivent de l'extérieur de la parcelle. Donc si on synchronise tous les vergers, c'est peut-être ça serait certainement plus efficace. Par contre, après, se posent des questions, des problèmes plus d'organisation à l'échelle du territoire avec une arrivée en production sur une très courte période. Donc là, par contre, ça peut avoir des effets négatifs. Donc c'est un peu un compromis entre cette gestion des bioagresseurs et également la disponibilité des fruits sur le marché. Alors après, est-ce qu'il y avait une autre question? Alors, il y a une question sur les démarches d'enquête et d'atelier. Quel a été le processus? Alors, je peux répondre en quelques mots. C'est bon, c'était pas ma partie, donc je maîtrise moins. Mais en tout cas, sur Manguier, il y a eu des ateliers avec un ensemble de producteurs
Alors déjà, pour définir un peu leurs indicateurs, leurs préférences, et c'est là notamment qu'on a vu que l'indicateur revenu, par exemple, était majoritaire chez tous les producteurs, ça ressortait à plus de 80%. Donc ça permet de classer un petit peu les préférences des producteurs. Également faire remonter des a priori potentiels, alors de discussions où on présente les innovations, leurs effets potentiels. Et ces discussions peuvent, alors, sur quelques producteurs plus ciblés, faire remonter des questionnements ou des a priori, par exemple, ce que j'ai cité aussi ici, le problème des a priori sur l'effet justement des récoltes précoces sur la qualité, donc qu'on peut lever en montrant justement les résultats. Et ensuite, donc sur pêcher, donc là, je connais moins bien le processus qui a été, la démarche qui a été faite sur ces, mais c'est pareil des enquêtes au niveau de producteurs ou plutôt d'acteurs de la filière, donc des conseillers techniques, par exemple. Alors, il y a une question qui concerne l'intitulé du webinaire, donc qui est les itinéraires techniques vers le zéro pesticide. Et les 2 projets présentés visent une réduction de l'usage des pesticides et non une suppression. Alors, et la question est, quels sont les freins qui conduisent à ne pas étudier ce type d'itinéraire? Alors, effectivement, les leviers présentés sont des leviers à effet souvent partiel. Donc, déjà, on essaie d'en combiner plusieurs. Et ils ne permettent pas de réduire les bioagresseurs ou leurs dégâts à 100%. Donc, c'est pour ça que nous, en fait, on essaie de fournir des solutions qui peuvent aider à réduire l'usage des pesticides. Mais après, ça dépend effectivement du producteur et de ses objectifs. Est-ce qu'il peut se satisfaire d'une réduction de 50% ou est-ce qu'il veut... Enfin, voilà, ça, nous, on ne maîtrise pas. On essaie de donner des outils, mais on ne peut pas... voilà, on n'a pas essayé d'étudier vraiment des itinéraires sans pesticides. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. De mon côté, ce que j'ai à l'écran, a priori non, mais je n'ai peut-être pas tout. Oui, je pense que... Oui, je pense qu'on est arrivé à la fin des questions. Alors, désolé, j'essaie de rattraper les choses au vol, si je puis dire, en tout cas me raccrocher aux branches. Et apparemment, le réseau tient. Peut-être passer à la présentation suivante, si je rattrape à peu près bien les choses, le fil. Merci beaucoup, Madame Querechi. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue à ce webinaire consacré au projet Biocoup. Donc je suis Olivier Lemaire, directeur de recherche à INRAE. Et je suis Lise Négrel, chargée de recherche et développement à Multifolia. Donc le projet Biocoup vise à évaluer une stratégie de lutte biologique contre la maladie du cournouet de la vigne et plus particulièrement contre son vecteur qui est un nématode du sol. Alors, le cournouet de la vigne, c'est une maladie virale qui est transmise, comme je viens de le dire, par un nématode du sol. Et une fois cette maladie installée dans un vignoble, elle persiste tant que la vigne est cultivée dans la parcelle infectée et cette maladie induit un dépérissement majeur pour la viticulture à l'échelle mondiale. Vous voyez ici un foyer de cournouet sur chardonnay en Bourgogne et on peut constater une mortalité très importante. Le cournouet de la vigne est donc un pathosystème complexe. L'agent causal est un virus, le Grapevine Fan Leaf Virus, qui est transmis par un nématode du sol qui s'appelle Xiphinema index, qui une fois que le virus est transmis à la vigne, il induit une symptomatologie, un ensemble de symptômes qui aboutissent à un dépérissement qui résulte effectivement de cette interaction tripartite. La transmission est assurée bien entendu par le nématode de Xiphinema index, mais également par l'homme, par la bouture, la greffe ou les déplacements de sol.
Alors, le projet BioCou vise justement à développer la lutte contre le nématode, on appelle ça la lutte antivectorielle, en tant qu'alternative aux nématicides désinfectants de sol, qui pour la plupart sont interdits dans l'agriculture française et européenne. Et donc, ce projet vise à évaluer l'effet antagoniste de plantes vis-à-vis du vecteur Xifindema index, et à caractériser des molécules bionématicides chez ces espèces végétales qui font partie essentiellement de la famille des Fabacées. Alors justement, on a montré, des résultats précédents ont montré que certaines plantes couvre-sol, notamment de la famille des Fabacées, comme on peut le voir ici, diminuaient très significativement la quantité de nématodes présents initialement dans le sol, avec des réductions pouvant aller jusqu'à 30% au bout de 4 mois en conditions contrôlées. Alors, une fois ces résultats acquis, on a voulu vérifier si ces espèces candidates étaient adaptées au sol viticole. Et donc, cette stratégie de jachère nématicide a d'abord été évaluée lors d'essais multilocaux pluriannuels en damier, permettant justement de sélectionner 4 espèces de Fabacées, que sont le mélilot, le trèfle, le lotier et le sainfoin. Donc nos travaux au laboratoire se sont donc d'abord focalisés sur ces 4 Fabacées, mélilot blanc, trèfle violet de la variété Formica, le lotier de la variété Altus et le sainfoin variété Perli. À cela s'est ensuite ajouté l'étude du potentiel antagoniste des granulés de sainfoin déshydratés variété Perli que commercialise l'entreprise Multifolia. Nous avons évalué l'efficacité nématicide de ces plantes à travers l'utilisation de solutions aqueuses, des parties aériennes, de racinaires et des granulés de sainfoin. Donc la vidéo illustre un nématode d'Xifindema index dans ce type de solution. Concernant les parties aériennes, les extraits de sainfoin et de lotier se sont montrés très efficaces contre les nématodes, avec une mortalité de plus de 80% pour des solutions concentrées à 20 mg par millilitre. La mortalité des nématodes en présence des extraits de parties aériennes de trèfle sont quant à elles extrêmement faibles. Les extraits de granulés de sainfoin ont démontré une efficacité qui était similaire à l'extrait des parties aériennes de sainfoin fraîche. Concernant les extraits racinaires, une nouvelle fois, le sainfoin et le lotier se sont à nouveau révélés très nématicides, tandis que cette fois-ci, il s'agit de la solution de mélilot qui était la moins efficace contre Xifindema index. En couplant ces résultats à l'étude des extraits par des études de chromatographie liquide couplées à un spectromètre de masse, nous avons identifié 4 polyphénols nématicides dans les parties aériennes de lotier de sainfoin. Au vignoble, les jachères de Fabacées maintenues durant 2 ans n'ont pas démontré d'impact sur le potentiel infectieux du sol. En revanche, l'épandage de granulés multifolia après replantation semble avoir diminué le retour et la propagation du cournoyer et impacté positivement la santé des nouveaux plants de vigne. Alors, en ce qui concerne la contribution aux enjeux d'éco-phyto, il est clair que les jachères utilisées en interculture pourraient réduire significativement le potentiel infectieux d'un sol sur un pas de temps d'environ 2 à 3 ans, bien entendu optimisé avec l'utilisation de granulés de sainfoin. L'objectif étant de diminuer la durée de mise en repos du sol en interculture et réduire ainsi les pertes économiques associées. En outre, ces espèces végétales contribuent à restaurer la biodiversité au vignoble et favorisent les pollinisateurs. Enfin, ces jachères constituées de Fabacées contribuent également à une fertilisation azotée organique qui limite de fait l'apport d'azote minéral. Donc le projet BioCou, qui est un projet de lutte biologique contre les nématodes vecteurs du virus du cournoyer, répond ainsi aux attentes de la profession viticole dans sa transition agroécologique. Alors, en termes de valorisation et transfert de résultats, on peut d'ores et déjà dire que les résultats BioCou sont implémentés en viticulture, puisqu'on a les premiers éléments concrets d'un repos du sol optimisé.
c'est-à-dire une jachère de 2 années avec de la luzerne hein, sur une parcelle cournouée après dévitalisation et arrachage. Et puis ensuite, épandage de granulés de sainfoin la 2e année, enfin en 3e année avant la plantation, à raison de 10 tonnes hectares. Et puis ensuite, la plantation le printemps de la même année, pour justement évaluer l'effet de cet itinéraire technique innovant associé bien entendu à d'autres pratiques. Nous sommes, comme on le disait précédemment, en train de suivre les cinétiques de recontamination depuis 2018 sur ces parcelles et nous effectuons des analyses statistiques spatio-temporelles entre les modalités qui montrent un effet intéressant, prometteur des granulés de sainfoin couplés à la jachère de plantes entières. Suite au projet Biocoup, l'entreprise Multifolia a mis sur le marché un nouveau granulé dédié à la viticulture, appelé Vitifolia. Les granulés Vitifolia sont sélectionnés grâce et par la recherche donc, des molécules nématicides qui ont été identifiées lors du projet. De plus, une publication qui est en cours de relecture par ses auteurs devrait sortir en 2022 et résume les résultats obtenus lors du projet Biocoup. Enfin, plusieurs articles à destination de la filière ont été publiés en 2020 et 2021. Pour finir, la collaboration INRAE Multifolia continue toujours et ces travaux ont permis à l'entreprise Multifolia de recruter une chargée de recherche et de développement depuis 2020. De nombreuses questions restent cependant encore sans réponse, notamment les doses limites de granulés respectées au vignoble, les relations moléculaires synergiques qui sont impliquées dans l'efficacité nématicide, mais également l'impact du terroir, des variétés et pédoclimatiques sur l'efficacité des granulés. Voilà, au niveau des perspectives issues du projet, il est clair que ce n'est pas un, mais des leviers qui vont être à combiner pour pouvoir non plus lutter contre la maladie du cournouet, mais vivre avec en particulier, comme on l'a vu, l'utilisation de plantes nématicides en couvert de service, complémentées par des granulés avant la plantation, mais également à la plantation et peut-être dans l'interrang et sous le cavaillon. Et puis d'autres alternatives et d'autres stratégies sont à l'étude dans l'équipe, à INRAE Colmar, à savoir la prémunition par utilisation de virus atténués pour en quelque sorte vacciner la vigne, l'utilisation de porte-greffes plus adaptés, voire résistants aux vecteurs du cournouet, et puis un ensemble d'itinéraires techniques permettant d'atténuer la symptomatologie et la nuisibilité du virus, de façon à aboutir à un ensemble de solutions innovantes, durables et respectueuses de l'environnement pour vivre avec le cournouet. Merci pour cette présentation. Donc, je vais prendre le relais pour poser les questions. Alors, en fait, on a une première question du coup. Pourrait-on imaginer utiliser les polyphénols produits par la vigne pour bloquer les nématodes vecteurs du cournouet? Je vais peut-être répondre du coup, Olivier. Oui, tu peux répondre. Alors, oui. Durant ce projet, on ne l'a pas indiqué, mais j'avais fait des essais avec des extraits racinaires de vigne et des extraits de feuilles de vigne également. Les extraits racinaires se sont montrés inefficaces contre les nématodes, on n'avait quasiment pas de mortalité. Pour les extraits de feuilles, on a eu un souci au niveau du pH, puisque Glyphinema index est extrêmement sensible au pH acide. Et même avec des tampons phosphate, je n'arrivais pas du tout à remonter le pH, donc ça a perturbé les résultats. On s'était arrêté à ce type d'essai. Pour l'instant, notre objectif, c'est vraiment d'utiliser les granulés ou les plantes entières, enfin les jachères nématicides, puisque ça apporte énormément aussi au sol.
C'est encore des travaux qui ont été faits à côté, notamment par le comité interprofessionnel des vins de Champagne. Mais on voit un effet sur le microbiote qui favoriserait le... 06. Je sais pas, j'entends. Je comprends. Oui, donc les granulés et les fabacées favorisent la vie dans le sol, ça apporte de l'azote, etc. Donc notre objectif, c'est vraiment de rester sur des produits non transformés, ou peu transformés du moins, comme le granulé de Saint-Fond. Alors, je poursuis avec une question sur l'efficacité vis-à-vis d'autres nématodes. Justement, l'intérêt de ces espèces, hein, c'est qu'elles ont l'air d'être assez spécifiques des nématodes ectoparasites et non pas vis-à-vis d'autres nématodes. Mais c'est une question qui reste effectivement à prospecter. Inversement, des espèces telles que la facélie, par exemple, qui peut être efficace contre des nématodes agales, hein, Heterodera, méloédogine, etc., est absolument inefficace vis-à-vis de Xiphinema index, puisqu'elle favorise justement la multiplication de ce nématode ectoparasite. Donc, on voit au travers de ces deux exemples que on peut effectivement viser une certaine spécificité d'action vis-à-vis de ces nématodes ectoparasites. Et en termes de contraintes hydriques, effectivement, ça peut constituer une contrainte, mais c'est justement au travers des essais qui sont menés actuellement pluriannuels qu'on peut répondre à la question, sachant que pour l'instant, sur une jachère bien maîtrisée, avec des coupes régulières, voire une jachère, un rang sur deux et un sol nu travaillé mécaniquement de l'autre côté, on peut effectivement répondre à la question de la contrainte hydrique. Et le produit mis sur le marché est-il utilisé par beaucoup d'utilisateurs, beaucoup de viticulteurs? Je vais peut-être te laisser répondre, Lise. Actuellement, on a beaucoup de viticulteurs qui utilisent dans le Grand Est, mais aussi, si je ne me trompe pas, dans le Bordelais, en Bourgogne. C'est commercialisé comme un amendement organique, puisqu'il faut donc des autorisations comme produit nématicide. Et jusqu'à maintenant, on a des clients qui sont restés fidèles, c'est-à-dire que tous les ans, ils rajoutent des granules Saint-Fond dans leur vignoble. Donc, c'est plutôt un produit qui se vend bien. Je reviens par contre sur les nématodes parasites des plantes. On était intéressé à tester sur les parasites de la betterave, des granulés de Saint-Fond au départ variété Perly. On a fait des premiers tests qui étaient intéressants, mais on n'a pas pu continuer. Et il est probable qu'on doit utiliser notamment une autre variété de Saint-Fond, puisqu'on a d'autres variétés dans le catalogue. Puisque donc on a une énorme variabilité métabolomique entre les variétés de Saint-Fond, et il est possible que certaines nématodes soient plus sensibles à une variété autre que la variété Perly. Alors, il y a une question qui concerne l'utilisation de nématophages. Effectivement, ça existe. Hein, alors, je ne me souviens plus des noms, je crois que c'est arthrobotris, mais je ne suis pas certain. Alors, ça a été un petit peu étudié. Il faut bien voir que ce n'est pas un nématode Xiphinema index qui est un nématode qui induit des dégâts directs au système racinaire de la vigne, même s'il y a, en cas d'infestation sévère, des dégâts qui apparaissent. Mais c'est bien un vecteur de virus. C'est à l'extrême limite, un seul nématode virulifère peut infecter une vigne au travers d'une seule piqûre. Et une fois que le virus est rentré dans la plante, que la réplication virale a démarré et que le virus se systémise, la vigne est cournouée et condamnée à terme. Donc ça pourrait être effectivement proposé. On a pensé également à des virus, voire à des champignons nématophages. On a un petit peu travaillé avec Lise sur cet aspect-là, hein. Mais il faut bien voir que c'est vraiment en termes de vection que ça se pose.
Ce qui fait dire aussi que, c'est ce que je dis dans la conclusion, hein, c'est que cette approche, c'est un des leviers et fera partie d'un ensemble de propositions aboutissant à des solutions, enfin une solution intégrée avec différentes approches. Je ne vois pas d'autres questions. Oui, a priori, oui. Alors, je ne les ai pas forcément toutes parce que au jeu des connexions, reconnexions, j'en ai perdu. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Dans le tempo, Mariam, Sybille, on est à peu près dans le… que j'arrive à peu près à suivre. On est dans les temps. On est dans les temps. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Est-ce que vous auriez, éventuellement, vous, monsieur, souhaité préciser quelques points sur les questions qui ont été posées précédemment? Si ça n'est pas le cas, et si on est à peu près dans le tempo, je vous propose qu'on passe à la présentation suivante. Est-ce que vous souhaitez rajouter l'un et l'autre des points particuliers ou des précisions particulières aux questions qui vous ont été posées? Non, a priori. Dans ce cas-là, je propose qu'on nous passions à la présentation suivante. Et si je suis bien dans le tempo aussi, c'est la présentation du témoin, non? C'est ça? C'est ça, oui. C'est ça. Donc voilà, je peux me présenter qu'en quelques mots Thierry Goujon, directeur de la société coopérative Terre de l'Ain, qui se situe à Saint-Pierre-le-Viger et qui lui va vous présenter l'approche de sa société coopérative sur la pratique en matière de phyto et notamment la recherche du zéro phyto. Et je lui laisse à ce moment-là la parole plus simplement pour qu'il puisse d'abord se présenter sa coopérative. Quelques mots sur la filière lin, je crois, et puis ensuite le travail de la société coopérative Terre de l'Ain sur ces questions du phyto et du zéro phyto. Voilà, je lui laisse la parole. À vous, Thierry Goujon. Bien, donc bonjour à tous. J'essaie de prendre la main avec, j'espère, plus de chance. Donc voilà. Bien, donc j'ai compris qu'en face de moi, j'avais un parterre de scientifiques et donc ce que je vais essayer de vous présenter maintenant, c'est la manière dont nous, on met en pratique en fait tous les travaux que vous menez, vous, de votre côté. Parce que quelque part, sur le lin, on a les mêmes problématiques. Et je vais essayer de vous présenter donc de quelle manière stratégique on met en place une stratégie orientée naturalité, donc que l'on a déjà débuté depuis plusieurs années. Et c'est l'occasion en même temps de vous présenter une production que peut-être vous ne connaissez pas, qui est la culture du lin, dont vous pouvez voir quelques belles fleurs à l'écran. Donc je vais commencer par cette présentation assez rapide de la culture du lin et de ses spécificités et passer vite après sur donc notre approche stratégique en termes d'approche zéro phyto. Donc tout simplement, le lin, c'est déjà à la base une toute petite culture qui est répartie sur à peu près 120 000 hectares en France, entre Caen et les côtes belges. On peut dire qu'aujourd'hui, 80% du lin mondial que vous retrouvez dans le textile principalement est cultivé donc, sur cette zone pour des raisons pédoclimatiques principalement. Bon, évidemment, un savoir-faire qui s'est installé dans cette région, mais surtout donc le lin est une plante qui a besoin d'humidité au printemps, qui a une pousse très rapide. En quelques semaines, on doit avoir une plante qui passe de quelques centimètres à 1 mètre. Et donc, elle est semée mi-mars. Et début juillet, on doit donc avoir une plante d'1 mètre qui va être non pas fauchée, mais arrachée, que l'on laisse sur le sol pour des raisons de technique et tout simplement, on doit utiliser les champignons, les bactéries du sol pour venir dégrader les pectines en fait qui collent les fibres sur un tronc de bois. Enfin, on peut schématiser. Le lin, c'est une banane entre guillemets avec le cœur, un petit tronc en bois et autour des fibres qui sont collées par des pectines. Et on a donc besoin de ce rouissage, ce qu'on appelle le rouissage, donc la dégradation naturelle de ces pectines, et chercher dans le mille où on a de l'humidité et un peu de soleil en été, c'est évidemment en Normandie. Donc c'est la période juillet et août qui nous est propice pour le rouissage.
Et courant fin août, début septembre, en fonction de l'humidité, justement, le lin est mis en stock et récolté par les agriculteurs. Et on va donc le stocker tout l'hiver pour le transformer ensuite dans des usines où on va extraire la fibre. Et le produit principal du lin, c'est cette fibre longue qui sort de nos machines et donc qui est à vocation textile principalement. Donc, deux produits, des fibres longues que l'on retrouve sous forme de balles envoyées en filature et des fibres un peu plus en vrac que l'on va retrouver dans des marchés techniques, papeterie principalement. Donc, quand vous achetez des vêtements en lin, ce sont avec les fibres longues que les vêtements ont été fabriqués et donc des marchés principalement asiatiques aujourd'hui parce que le textile, tout simplement, aujourd'hui, malheureusement, est encore asiatique, même si on parle de quelques relocalisations. Donc voilà rapidement sur ce qu'est notre marché, notre production. Et pour en revenir au cœur du sujet, donc la démarche éco-phyto ou zéro phyto, ou en tout cas phytosanitaire d'une manière générale, chez nous, c'est une réflexion que l'on mène depuis plusieurs années, même pour pas dire décennies, sachant que dans cette chaîne de valeur qui va de la production jusqu'à la transformation des fibres, nous sommes une coopérative donc de 700 producteurs à peu près. On représente 15% de la production mondiale, même si nous sommes les plus gros, finalement, nous sommes tout petits, mais nous sommes présents sur toutes les activités qui vont de la recherche génétique donc jusqu'à la transformation et la commercialisation de la fibre. Donc, recherche génétique, production de semences et derrière, extraction de la fibre. Et donc, juste pour schématiser notre approche, c'est qu'en final, le consommateur, ce qu'il attend de nous, hein, comme les présentations que j'ai pu voir au précédent, le consommateur attend des produits assez vertueux et le lin est une culture, une plante qui aujourd'hui, sur le marché du textile en tout cas, a une image de produit naturel. Donc, pas d'irrigation, une production relativement simple, peu d'utilisation de produits phytosanitaires dans son parcours, mais on pense que l'on peut faire mieux. Et il y a maintenant déjà plusieurs décennies, la génétique a permis de nous sauver de certaines maladies vraiment spécifiques au lin. Et aujourd'hui, on estime que ça reste toujours un axe important pour lutter contre des maladies plus récentes. Mais donc, dans notre stratégie naturalité, la génétique que l'on travaille, j'en reparlerai tout à l'heure, est un axe fort. Ensuite, en tant que coopérative, on travaille évidemment avec des agriculteurs, avec un réseau de producteurs. Il nous paraît nécessaire et indispensable de lancer avec eux des actions très, très concrètes. Donc, on a lancé une démarche zéro phyto. Alors, avec évidemment une approche scientifique de la même manière que vous la menez sur des thématiques très précises. Donc, on est nous-mêmes en relation avec des instituts comme Arvalis ou voire d'autres instituts, des sujets très, très techniques qui sont abordés. Hein. On aurait pu faire une présentation plus scientifique comme vous venez de le faire. Mais ce qui nous paraît également important, c'est de mettre les agriculteurs dans l'expérimentation. Je vous expliquerai après de quelle manière. Et finalement, également sur la préparation de nos semences, donc une innovation assez intéressante. Donc, pour revenir à l'axe stratégique naturalité, la génétique. Donc, il y a 20 ans, on a sauvé le lin dans nos régions parce qu'on a une variété, une espèce d'une maladie qui est vraiment spécifique au lin et qui a fait qu'il y a 20 ans, 30 ans, le lin pouvait disparaître. Donc, c'est à ce moment-là où on s'est mis à travailler la génétique. Et aujourd'hui, les lins qui sont cultivés et répondent à peu près à ces 7-8 axes principaux, des axes de technique avec des gains, évidemment, des recherches de gains sur la quantité de fibres, mais derrière, donc, une recherche sur la résistance aux maladies. La brûlure, c'est une maladie très spécifique au lin, donc sur la bordure maritime. C'est celle-là qui a failli nous faire disparaître. Et aujourd'hui, c'est la génétique qui a réglé la question.
La fusariose, elle est également aujourd'hui gérée également par la génétique. On n'a pas besoin d'intervention phyto. Il nous reste l'odium. L'odium est aujourd'hui une des maladies qui est encore gérée et traitée tout simplement par les phytos. Donc on a un axe génétique très fort pour apporter, on va dire, la résistance à l'odium dans nos variétés. Et les premières variétés résistantes sont en train aujourd'hui d'arriver sur le marché. Donc ça, c'est un axe très fort, donc de l'axe génétique. Derrière ça, donc on est évidemment producteur de fibres. Et vraiment la démarche innovante qu'on a mise en place depuis 5 ans, depuis qu'Ecofito, en fait, depuis qu'on parle d'Ecofito, ça a été d'impliquer nos producteurs dans la recherche. Alors, on n'avait pas spécialement, il y a 5 ans, d'idées préconçues sur la manière de réduire donc l'utilisation des phytos, sachant que sur le lin, on a quand même, il y en a peu, mais on a quand même besoin de désherbage. Donc, on a 1 voire 2 désherbages chimiques qui sont appliqués. On a donc des fongis, et donc les fongis, on essaie de régler la question par la génétique, donc c'est ce que je vous expliquais avant, et puis un ou 2 passages d'insecticides pour lutter contre les bioagresseurs. Donc notre objectif, c'est donc de ramener à 0, on va dire, le nombre de passages. Alors, on n'est pas candide, on sait que ce n'est pas possible d'un jour à l'autre, mais néanmoins, donc on a lancé cette démarche-là. Donc, à la fois avec une approche scientifique et en parallèle, une approche très pragmatique en y faisant participer les producteurs. Donc, on a un réseau d'une 30aine de producteurs répartis sur 2 départements avec qui on applique des protocoles différents, des recettes différentes. L'objectif étant d'utiliser les contextes pédoclimatiques différents en fait, d'une région à l'autre pour tester et surtout amener les producteurs à s'approprier cette problématique de réduction de phyto, parce que la baisse, arriver à 0, c'est compliqué, mais en tout cas, démontrer qu'il y a des baisses possibles, le meilleur moyen, c'est de les faire participer à l'aventure. Et l'axe le plus fort que l'on a travaillé concrètement, c'est le désherbage mécanique. Donc, on leur a démontré que depuis 4 ans, que l'on pouvait se passer de la chimie, en tout cas la réduire fortement pour désherber. Alors, arriver à 0 sur ce point-là, c'est quand même relativement compliqué parce que qui dit désherbage mécanique par du binage demande des conditions climatiques appropriées. Donc, les années sèches, ça passe plutôt bien. Les années humides, c'est plutôt plus compliqué. Mais en tout cas, on peut déjà dès aujourd'hui constater qu'une réduction du désherbage chimique est possible en utilisant des outils comme le désherbage mécanique, voire en utilisant des techniques comme l'ophosemie. Et c'est les deux principales actions possibles. Après, on a essayé des actions de biocontrôle, mais sur le désherbage, il y a peu de leviers finalement. Mais en tout cas, donc, possibilité de réduire la chimie dans le désherbage de notre culture. Et ensuite, les produits de biocontrôle, on les a plutôt davantage orientés sur la réduction des fongis, donc en complément de la génétique. Et aujourd'hui, on constate que sur notre culture, les produits plutôt à base de soufre, entre guillemets, sont des outils intéressants pour réduire donc l'utilisation des produits fongicides. Reste les bioagresseurs, les insectes au moment des semis. Donc là, on teste également toute une série de biocontrôle, les huiles essentielles, les différentes décoctions possibles à base d'ortie, à base d'ail, enfin toute une série. Et on constate qu'il y a aussi une certaine efficacité. Alors, ce n'est pas à 100%, mais en tout cas, il y a des pistes possibles. Donc aujourd'hui, on est en passe de démontrer en tout cas que d'un point de vue culture,
on peut réduire l'utilisation des phytos dans notre production. Arriver à zéro, ça semble pour l'instant encore très compliqué, mais en tout cas, des pistes sont possibles. Donc, et un autre axe, donc, bon, ça c'est les outils de désherbage, les houes, les herses, mais c'est pas le plus important. Un autre axe que l'on a également travaillé et concrétisé, c'est on va dire l'élimination des substances phyto dans la préparation de nos semences. Donc, je vous le disais, nous sommes semenciers. On représente plus de 40% de part de marché sur le marché des semences. Et de la même manière, il y a donc 5-6 ans, on s'est posé évidemment la même question sur les semences. Comment éliminer les traitements phyto sur la semence pour produire une semence qui soit indemne de phyto. Alors, avec deux doubles objectifs. Le premier, toujours améliorer, on va dire, tout simplement l'image du produit et l'image du produit lin. Et de l'autre, répondre à une disparition des molécules, tout simplement, les molécules utilisables sur semence disparaissaient à peau de chagrin. Donc, on a essayé d'anticiper cette démarche-là. Et en testant différentes modalités, différents process, on a fini par adopter une technologie qui existait dans les pays nordiques, en Suède notamment, qui est une démarche de préparation des semences par désinfection à la vapeur. Donc, quelque part, c'est le procédé de la pasteurisation. Donc, le nom de la technologie, c'est Thermosem. Mais sur la machine qu'on voit derrière, ici, en gros, il faut imaginer que les graines sont sur une grille dans cette partie de machine. Elles vont avancer par gravité et par mouvement de vibration. Et on injecte dessous de la vapeur humide qui va passer en travers les graines. Et à chaque contact de vapeur, on va dire, de micro-particules d'eau chaude, on va tuer les pathogènes et pour finalement, à la sortie, donc récupérer des graines humides que l'on ressèche et qui finalement vont être désinfectées par un procédé de pasteurisation qui, pour le coup, élimine complètement les produits phyto. Alors, la production de semences, évidemment, elle est contrôlée. Pas par nous, hein, il y a une réglementation officielle et donc nos semences doivent répondre aux mêmes normes sanitaires que les autres semences, tout simplement, avec les contrôles réalisés par SEMAE notamment. Donc, et aujourd'hui, le résultat est positif et même plus que positif. La totalité de notre production de semences cette année, en 2021, pour la campagne de semis 2022, sera désinfectée par ce procédé. Et en gros, c'est à peu près 7 à 8 000 tonnes de semences qui seront préparées de cette manière-là. Donc, on a ici réellement une application qui permet de démontrer que dans certains cas, on peut se passer de la chimie. Donc, voilà en quelques mots rapidement quels sont nos axes de travail, sachant que d'un point de vue purement empirique, d'un point de vue purement stratégique, notre objectif, c'est d'avancer et de continuer dans ces démarches, donc axe stratégique qu'on appelle naturalité. Donc la génétique, c'est évidemment un sujet qu'on travaille depuis des décennies, mais c'est également un point que l'on va maintenant aussi orienter sur la lutte contre le stress hydrique, hein, parce que c'est un élément qui rentre maintenant dans les critères de sélection. L'axe agricole, production, comme je vous l'ai démontré juste avant, bon, évidemment, on s'appuie également sur des travaux du même type que ceux que vous avez présentés avant pour améliorer la performance de chacune des techniques. Et sur la partie semence, maintenant, c'est acquis, on ne reviendra pas dessus. Et donc, ça permet de démontrer que, en tout cas aujourd'hui, il est possible de produire autrement. Et stratégiquement pour nous, le pas est engagé. C'est pas de savoir est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. On est parti
Et l'enjeu maintenant, c'est déjà de réfléchir à d'autres évolutions pour demain, et également d'emmener avec nous nos clients sur des thématiques plus particulières. Je l'entendais avant, il y a la question de la valorisation. Donc l'enjeu, c'est aussi de valoriser davantage, parce qu'effectivement, avec des techniques, avec moins, notamment au niveau agricole, avec moins de phyto, on peut quand même constater plus d'accidents pour l'instant. Donc il faut que nos produits soient mieux valorisés. Et c'est des sujets sur lesquels on travaille avec certains de nos clients qui sont aujourd'hui prêts à valoriser davantage des productions plus propres, entre guillemets, qui ne sont pas des productions bio, parce que bon, après c'est un autre sujet, mais dans notre modèle, la production bio est quand même limitée, donc il y a moyen de mieux valoriser nos productions. Donc voilà, je voulais juste vous montrer que les travaux que vous menez chacun dans vos spécialités permettent aussi, de la même manière, nous permettent, alors de manière plus spécifique, mais dans notre filière, de travailler, de valoriser ces travaux et de les mettre en pratique, et c'est possible. Avec un dernier point, qui est un point purement santé au travail. Le premier gain que l'on y voit, c'est effectivement pour nos salariés. Aujourd'hui, dans la station de semences, on peut travailler sereinement et il n'y a plus besoin de se mettre sous des scaphandres pour appliquer des produits. Hein, c'est juste de l'eau qui est appliquée. Et pour nos agriculteurs essayeurs, il n'y a pas de phyto à mettre dans leur pulvé. Donc, ce sont déjà des bénéfices en termes de santé qui sont visibles et appréciés rapidement. Donc bon, voilà, donc c'était en quelques mots l'illustration que on souhaitait vous présenter, et démontrer que des pistes sont effectivement possibles sur le terrain, et en y incluant des producteurs pour les faire adhérer à ces évolutions aussi culturelles, parce qu'il y a aussi un travail de communication et de culture à changer. Voilà, donc en quelques mots, et je suis prêt à répondre à vos questions, évidemment, s'il y en a. Oui, il y en a quelques-unes. Alors, je vais les prendre dans l'ordre. Du fait du ruissage, j'imagine qu'on ne peut pas cultiver du lin avec des plants de compagne qui resteraient présentes dans la parcelle durant la saison de culture. Évidemment, ça semble effectivement pas tout à fait possible. Tout à fait. C'est une thématique que l'on a essayé. On peut utiliser des plants de compagne. On l'a essayé sur une spécialité qui s'appelle le lin d'hiver. Parce que le lin, je vous ai dit, est cultivé au printemps. On l'a testé sur le lin d'hiver. C'est difficile parce que la plante de compagne a tendance au début à étouffer le lin, alors que ça devrait être l'inverse. Et donc, c'est difficile. On n'y arrive pas. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Une autre question, c'est: je crois comprendre que le lin est une espèce très sensible à la concurrence des adventices. Ce que vous dites des travaux sur les alternatives aux phytos englobe-t-il aussi la moindre dépendance aux herbicides? Tout à fait. Tout à fait. Le but, c'est d'être moins dépendant des herbicides, même si on en utilise peu. On pense que il faut être assez opportuniste quand même. On pense que certaines années, ce sera possible de s'en passer complètement. Mais pour l'instant, s'en passer totalement, ça paraît encore difficile. Mais parce que nous sommes dans des schémas de culture, dans une rotation de culture conventionnelle. Donc, on peut retrouver des contaminations, pas spécialement d'adventices, mais aussi de cultures précédentes. Donc, il faut lutter contre tout ça. Et donc, on aura du mal à se passer complètement de la chimie pour l'instant. Et une autre question assez complémentaire: qu'utilisez-vous en biocontrôle pour le désherbage? En fait, on a surtout on travaille surtout sur les intercultures, donc destruction des intercultures par voie mécanique, évidemment. Donc il y a différentes intercultures qui peuvent avoir un intérêt.
Ensuite, sur le désherbage direct en biocontrôle, on n'a pas trouvé de produits assez sélectifs qui permettent de faire la part des choses entre le lin et les adventices. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de solution miracle en désherbage. Une autre question, en production de lin, existe-t-il une production sous label qui permettrait de mettre en valeur les alternatives que vous nous présentez avec une compensation financière par un prix d'achat en coopérative plus élevé? C'est exactement ce qu'on est en train d'essayer de bâtir et ça paraît possible. Une autre question, c'est cette technologie de traitement thermique n'impacte pas ou n'impacte-t-elle pas le pouvoir germinatif des semences? Alors, c'est pas un argument que l'on utilise commercialement, mais j'oserais dire c'est au moins aussi bien que la chimie. Quand je dis au moins aussi bien, c'est qu'il n'y a pas pour le coup, il n'y a pas de compétition. Enfin, la chimie, parfois, les phytos viennent parfois justement perturber la germination. Là, il n'y a pas de perturbation de la germination. Et dans certains cas, mais on peut pas le généraliser, mais dans certains cas, il y a même une amélioration de la vigueur germinative. Pas spécialement du taux de germination, mais c'est de la vitesse où la germination va se mettre en place. Mais c'est sans joue de quelques heures, ça c'est pas non plus spectaculaire. Mais c'est au moins aussi bien en tout cas que les techniques traditionnelles. Alors, sur le RNA, auriez-vous quelques résultats chiffrés en matière de réduction d'IFT? Est-ce qu'il y a des informations sur les IFT, le niveau d'IFT dans la culture du lin? Pas tout à fait. J'ai pas les éléments là sous les yeux, mais c'est effectivement des sujets que nos équipes, nos équipes de scientifiques travaillent évidemment pour justement valoriser la production. Il faut être en mesure de démontrer concrètement la réduction de l'utilisation des phytos. Donc ça passe par les IFT, ça passe aussi demain, ça passera par toute la traçabilité. Donc il y a des outils aujourd'hui qui sont en train de se réfléchir pour pouvoir prouver tout simplement. Alors, il y avait une autre question qui était un peu complémentaire sur la germination des graines. Alors, vous avez évidemment répondu, mais la question était plus précise encore. Est-ce qu'il s'agit effectivement de semences ou de graines destinées à la consommation? Vous avez répondu qu'effectivement, c'était des graines qui servaient exclusivement à la semence. Évidemment, la question du renouvellement du stock semencier pour l'année d'après, c'est une question évidemment très importante dans votre filière. Le risque est quand même élevé, hein, et donc d'avoir la production de la semence pour l'année suivante. Et une dernière question peut-être, est-ce que ces nouvelles approches ont généré un surcoût ou une réduction des coûts? Alors, sur la partie semences, c'est plutôt un léger surcoût. Alors c'est pas, on double pas les coûts de production, hein, mais c'est quelques centimes au kilo de semences en plus. Mais on estime que que l'enjeu en vaut la chandelle entre guillemets. Donc il y a un petit surcoût, mais qui est gérable. Après, sur la partie plus agricole, le surcoût, c'est surtout d'être capable d'optimiser les rendements pour qu'il n'y ait pas de moins-value, on va dire, en termes de production pour l'agriculteur. On peut essayer de compenser une partie des baisses de rendement ou des risques pris par le prix. C'est possible, mais il faut que l'équation reste correcte pour continuer à motiver les producteurs à cultiver. Et j'en aurais eu un peu plus personnel. Est-ce que ces stratégies de moindre dépendance, voire de zéro phyto, est-ce que ça impacte la qualité de la fibre et notamment la qualité des fibres longues, qui sont la qualité de fibres que vous cherchez en priorité? Est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits là-dessus? Oui, tout à fait. On regarde aussi l'aspect qualitatif. On peut. C'est difficile d'être catégorique. Globalement, j'oserais dire que ça ne change pas la qualité de la fibre. Quand les choses vont bien, on pourrait même dire que qu'on l'améliore. Mais quand on réussit pas en culture, on fait pas mieux que conventionnel. Donc, mais il y a rien de spectaculaire en termes de qualité. Il y a d'autres critères
beaucoup d'autres critères qui vont influencer la qualité. Ces changements de pratique ne sont pas les critères principaux qui vont impacter la qualité. Merci pour toutes ces réponses, merci pour votre présentation. Et puis, je pense qu'on est à peu près dans la phase finale de notre webinaire. Peut-être quelques questions, quelques échanges, peut-être entre les différents intervenants. S'il y avait quelques questions, Mariam, est-ce qu'on est à peu près dans les clous sur ma montre? Il me semble que oui. Peut-être, voilà, si vous avez quelques questions, ou si certains veulent souhaiter échanger entre vous, les présentateurs des différents sujets, des différents, des présentations. Voilà, la parole vous est libre. Est-ce que vous êtes encore tous là? Mariam, est-ce qu'on… Oui. Oui, peut-être. Oui. Oui. Peut-être rappeler deux, trois choses en fait, sur… Oui. On a une question en fait qui a été posée et qui est destinée à tous les intervenants en fin de séminaire. Oui, donc, je l'avais vu tout à l'heure. Je peux la reprendre. Oui, merci, parce que je l'ai perdu. Il n'y a pas de souci. Donc, selon vous, l'effort pour la réduction de la dépendance au phyto est-il un chemin incontournable vers le zéro phyto, ou bien les leviers qu'il faudra déployer pour sortir des pesticides seront de nature très différente? Donc, je vous laisse échanger sur cette question. Enfin, je veux bien apporter un bout de la réponse vu de ma lorgnette, entre guillemets, en tant que producteur, j'oserais dire. Je pense que sortir un jour totalement, peut-être, c'est peut-être possible, mais il y a à la fois entre deux un travail scientifique qui est indispensable. Il y a un travail de formation et d'appropriation du monde agricole, parce qu'il y a des habitudes et il y a beaucoup de tabous à faire sauter. Donc, le travail scientifique est indispensable, mais en même temps, il y a toute une partie formation qui est indispensable, parce que aujourd'hui, le monde agricole est sensible à ces évolutions, c'est clair, mais il faut aussi leur donner les moyens. Et les moyens, c'est l'apprentissage. Et donc, il faudra un peu de temps pour gérer tous les risques. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y a d'autres souhaits? Nous sommes dans les derniers temps du webinaire, peut-être encore 1 ou 2 minutes. Si ma montre sonne juste. Eh bien, voilà. Sinon, peut-être, oui. Oui, alors oui, moi je suis convaincue que sortir du phyto, ça veut dire combiner plusieurs techniques. On ne peut pas le faire uniquement avec des techniques de fertilisation, d'irrigation. Donc, il faut combiner plusieurs techniques. Il faut aussi les adapter aux conditions spécifiques du verger, parce qu'un verger de pêcher, je veux dire en basse vallée de Durance, et un verger de pêcher ailleurs, ça n'a pas du tout le même environnement, ça n'a pas du tout la même pression de bioagresseurs. Donc, il faut vraiment les adapter. Et puis, un troisième point, indépendamment du fait qu'il faille former et faire accepter ces techniques par les arbos qui sont effectivement très demandeurs, c'est aussi une question de calendrier de travail, parce que ces techniques, elles vont obliger l'arbo à passer plus de temps sur ses vergers, à le surveiller plus étroitement, à intervenir plus étroitement. Donc, à prévoir ses charges de travail et ses assolements de façon à pouvoir effectivement avoir le temps d'intervenir à des périodes critiques. Donc ça, c'est ma vision pour l'instant. Oui.
Ce que je comprends de votre échange, c'est que la dimension organisation du travail, changement des pratiques, formation, ce sont des choses qui sont importantes dans la réussite de ces projets qui tendent à réduire le phyto. Ça n'est pas uniquement une question purement d'appréhension d'une technique, c'est aussi sa mise en œuvre, c'est aussi sa compréhension par les praticiens qui vont conduire aussi, tout ça va conduire à ce qu'effectivement, progressivement, on puisse réduire l'usage des produits phyto dans les pratiques agricoles. Oui, et effectivement, l'adéquation des techniques proposées à l'environnement spécifique de chaque verger. Absolument. Donc il y a cette compréhension-là qui est vraiment très importante aussi. Voilà, et qui en fait, qui implique que l'arbo puisse, enfin moi je parle des arboriculteurs, connaissent son terrain et connaissent les techniques qui, avec leurs limites, qu'ils puissent mettre en œuvre en fonction de l'étendue de son problème. Et puis il y a également quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé, c'est qu'il y a des techniques qui visent à réduire, qui sont efficaces sur certaines pestes, mais qui peuvent paradoxalement augmenter la prévalence d'autres bioagresseurs ou d'autres maladies, quoi. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte et il va falloir l'aborder à un moment ou à un autre. Et la question qui se pose, en fait, c'est aujourd'hui, les agriculteurs, tous tels qu'ils sont, ils n'utilisent pas les produits phyto par plaisir, hein. C'est une réalité économique derrière qui les oblige à quelque part à en utiliser. Il y a la question, donc ça a été dit, de la disponibilité et du temps. Et derrière, il y a un moment donné, il y a la question donc du temps, mais de la disponibilité en main-d'œuvre. Et finalement, toutes ces techniques traditionnelles, elles sont là pour optimiser un coût de production. Et en final, ce qui risque de se passer, c'est que les coûts de production vont monter parce que les alternatives seront nécessiteuses d'observation, de disponibilité, de temps et peut-être de pratiques plus demandeuses de main-d'œuvre en finale. Donc, et pour lutter contre ça, il va falloir en même temps que l'automatisation probablement se mette en place dans nos productions. Donc, l'équation, elle est pas liée. La réussite de l'équation, elle n'est pas liée qu'à l'utilisation ou pas des produits phyto. Elle est liée également à d'autres évolutions technologiques qui devront se mettre en place pour pallier à des coûts de production qui seront sinon trop exorbitants. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole souhaitées? Sinon, voilà, je crois que nous en sommes vraiment dans les tout derniers instants du webinaire. Je renouvelle mes excuses pour des connexions et des connexions successives. J'ai réussi à aller jusqu'au bout, je dirais à peu près sereinement, et merci à l'aide qui m'a été apportée. Peut-être vous remercier les uns et les autres pour la qualité de vos présentations, pour vos travaux, et puis vous donner rendez-vous au prochain et dernier webinaire la semaine prochaine. Alors j'ai plus en tête exactement, mais je pense que ça a été donné dans la présentation tout à l'heure. Regardez plus large que la parcelle, voilà, plus large que la parcelle. Là, pour celles et ceux qui ont participé aux différents webinaires, vous n'êtes pas surpris qu'on annonce le suivant, et avec la liste des sujets et des projets qui vous seront présentés. Nous n'avons peut-être pas tout le temps de les lire et les décliner tous et les préciser tous, mais vous avez la diapositive à l'écran et vous pourrez aussi vous référer à la publication à la plaquette de présentation du webinaire de la semaine prochaine sur le site Ecophytopic, si j'ai bien suivi les choses. Voilà, vous remerciez de votre présence, vous remerciez encore une fois de vos présentations, et si vous en êtes d'accord, peut-être vous donner rendez-vous au webinaire suivant. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Je vais stopper du coup le webinaire. Je serai déconnecté. Merci à tous. Au revoir. Vous serez déconnecté quand je mettrai fin au webinaire. Au revoir. Au revoir.